sommes accueillis, vous avez vu tout à l'heure, par la MIE, donc Niema, qui nous fait confiance et pour cette thématique-là et qui nous a invités. Donc, moi-même, Nadia Benslima et Christelle Robert, notre invitée experte en parcours collaborateur, qui nous fait le plaisir de partager son retour d'expérience et des exemples concrets et inspirants, et cela en partenariat avec CubeRH. Alors, Christelle, tout à l'heure, se présentera un peu plus longuement à partir du moment où elle nous présentera les cas pratiques et puis vraiment des exemples concrets avec les clients qu'elle accompagne sur les sujets de l'expérience collaborateur. Et donc, Christelle est donc une experte dans ce domaine-là avec une dizaine d'années d'expérience en management. Tu veux que je me présente quand même ou après, par la suite? Ouais. Par la suite, du coup. 1h30, désolée, Christelle. Non, pas de souci. Non, je croyais que tu arrêtais la slide, c'est pour ça. Je cherchais la flèche sur mon ordinateur. Alors, en ce qui me concerne, donc consultante formatrice et également poétesse, sur des sujets de management, de recrutement et employabilité, et également des sujets d'innovation RH. Donc, avec la belle compagnie, j'accompagne des entrepreneurs, mais aussi des demandeurs d'emploi. Je les aide à se professionnaliser dans leur démarche, soit d'entrepreneuriat, soit de recherche d'emploi, et avec Parcours Management, donc, que j'ai cofondé avec Arnaud Delannoy. Donc, nous avons créé Parcours Management, qui est un organisme de formation pour accompagner les managers et accompagner également les RH dans l'élaboration d'un parcours de formation. Et on en vient donc à notre sujet. Aujourd'hui, vous êtes intéressé, vous êtes curieux, vous êtes dit, bah, tiens, on va s'inscrire à ce webinaire, donc, qui concerne le parcours collaborateur, avec cette idée un peu inédite et pourquoi pas évidente pour vous déjà, qui est d'envisager le collaborateur comme un client dans sa satisfaction et dans l'expérience qu'il va vivre au sein de votre organisation. C'est ce qu'on appelle la symétrie des attentions. Et donc, les objectifs de ce webinaire seront les suivants. Déjà, découvrir un peu plus, de façon un peu plus approfondie, le concept de symétrie des attentions. Et puis, dans un deuxième temps, prendre conscience de l'impact que peut avoir cette posture, ce concept sur l'entreprise, les collaborateurs et également les clients. Et on va voir concrètement des leviers qui permettent de se mettre dans cette posture-là et qui vont favoriser l'acculturation à ce concept-là. Donc, des leviers concrets pour s'approprier ce concept de symétrie des attentions. On va commencer quand même, c'est important de pouvoir se connaître, au moins voir qui est autour de la table. Enfin, c'est un tour de visio. Ensuite, on abordera le concept de symétrie des attentions et on verra quelques pistes concrètes pour optimiser le parcours collaborateur. On finira par un petit exercice à faire en groupe. En sachant que quand on va aborder la symétrie des attentions, l'idée, c'est d'abord se mettre d'accord sur le vocabulaire, sur ce que c'est. On va réexplorer le parcours collaborateur et faire le lien avec le parcours client. On va voir qu'il y a un parallèle à réaliser. Et puis, c'est à ce moment-là que Elio, donc la société fondée par Christelle, c'est à ce moment-là en fait, que Christelle va prendre la parole pour vous faire un joli retour d'expérience. Et donc, avec le chapitre 3, ce sera l'optimisation, donc les leviers de réussite, mais aussi les points de vigilance. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Qu'est-ce qui fera que voilà, ça va s'effriter ou ça ne va pas prendre? Donc, vraiment les points de vigilance.
Et enfin, on verra les tendances. On abordera également l'aspect recrutement qui fait partie aussi du parcours collaborateur. Et le dernier point, comment valoriser les actions que vous allez mener. Par nous mettre d'accord sur la définition du parcours collaborateur. Nous avons envoyé un questionnaire. Donc, vous avez donné une définition selon vous dans le cadre de ce questionnaire, de ce sondage sur Google Forms. Et donc, l'expérience collaborateur, donc le parcours collaborateur, vous l'avez identifié vraiment dans le temps, c'est-à-dire aux différentes étapes de vie du collaborateur, avec un retour qui est intéressant sur l'aspect autant social qu'intellectuel au sein de l'entreprise. Et une autre remarque intéressante qui vient de vos retours, donc c'est le parcours démarre à la lecture de l'annonce et une fois intégré ne finit jamais. J'ai trouvé ça hyper intéressant comme réponse. Alors, si on revient à la définition du point de vue de Wikipédia, on va avoir une définition qui est plus orientée sur l'expérience vécue par le collaborateur au sein de l'entreprise, donc en intégrant toutes les interactions, donc en visualisant l'environnement du collaborateur et identifiant toutes les interactions, avec en plus cette notion de temporalité sur les moments clés du parcours, les moments clés de la vie du collaborateur. Et avec, c'est quand même, on parle de parcours collaborateur et c'est évident que il y a un lien fort avec l'expérience client. Donc l'idée de ce webinaire, c'est d'essayer de creuser quel est donc ce lien avec le parcours client et comment on fait pour offrir une expérience aux collaborateurs, une meilleure expérience possible. Pour revenir un petit peu en termes d'histoire, sans trop insister sur cette partie-là, mais juste pour ancrer en termes d'histoire, donc en 2007, on a deux auteurs, donc Benoît Méronin et Charles Ditandi, qui ont écrit, pour la première fois, en tout cas une des premières fois, abordé cette notion de symétrie des attentions. Donc c'était en 2017. Donc ils ont identifié un lien entre le management et le marketing, sachant que ce concept avait déjà été abordé par deux autres entrepreneurs auparavant, donc ceux qui ont fondé Suite Novotel. Et cette notion-là a été relayée dans le monde anglo-saxon par un homme d'affaires indien, Vinay Nayar, avec son ouvrage Employees First, Customers Second. Donc là encore, on va aborder dans cet ouvrage-là la notion de symétrie des attentions. Et en fait, ce qui va être vraiment nouveau, c'est le lien. Alors, on peut se dire, c'est évident, ok, je considère mon collaborateur comme un client, mais là, l'idée, c'est vraiment de créer un lien entre l'expérience salariée et l'expérience client, avec ce constat que dans les entreprises où l'environnement de travail n'est pas forcément valorisé, en tout cas est plutôt dégradé, l'expérience client est souvent n'est pas au rendez-vous. Et inversement et symétriquement, si je peux me permettre. Donc, l'idée de cet ouvrage aussi, c'est de montrer l'importance d'investir sur le collaborateur comme si c'était un client et de porter la même attention. En 2017, on a Corinne Samama, qui est coach et experte en pratique managériale, qui, elle, va plus loin que la notion d'expérience salariée. L'expérience salariée devient expérience collaborateur, c'est-à-dire que ça va intégrer également les travailleurs indépendants et les partenaires de l'entreprise. Et ça, c'est très important parce que souvent, on va négliger le lien que l'on crée avec nos prestataires, avec nos fournisseurs, etc. Mais ils font partie aussi de l'environnement. Donc, il y a
ce changement de posture d'expérience salariée en expérience collaborateur. Et Corinne Samama, elle, dans son ouvrage, va proposer une nouvelle expérience de travail avec pour volonté de développer un environnement de travail plus intelligent, plus humain et plus épanouissant. Donc, c'était pour ancrer avec quelques ouvrages. À savoir aussi, ce que je trouve intéressant dans l'approche de Corinne Samama, c'est que l'expérience collaborateur, selon elle, se travaille autour de 3 dimensions qui vont être l'émotionnel. Qu'est-ce que je fais vivre comme expérience à mon collaborateur? Le relationnel, donc son environnement, et enfin l'aspect fonctionnel, donc les outils, qu'est-ce qui va faciliter son travail au quotidien, avec 3 leviers qui, selon elle, sont importants dans l'établissement, dans la réflexion du parcours collaborateur, qui sont donner du sens, la culture et également quel est mon environnement de travail. Donc, ces 3 pistes à explorer dans le cadre de votre revisite ou de votre réflexion sur le parcours collaborateur. À savoir également, pour continuer un peu sur aujourd'hui, comment on voit le parcours collaborateur, eh bien, l'expérience collaborateur, j'ai trouvé cet extrait intéressant de Parlons RH, qui est quand même l'agence leader en termes de marketing éditorial sur les sujets des ressources humaines. Et donc, ils définissent également l'expérience collaborateur comme la somme des ressentis du salarié vis-à-vis de sa situation de travail, et en posant le fait que demain, cette notion-là, l'expérience collaborateur, va être vraiment un chantier prioritaire pour les entreprises. Si vous êtes là, c'est que vous en êtes déjà conscient. Alors, en ce qui concerne l'Académie du service, oui, j'aimais bien également leur façon de présenter les choses, puisque l'Académie du service, en fait, ce qui est intégré dans cet extrait, c'est la notion de qualité. Donc, je crée du lien avec des clients, avec mes collaborateurs, et l'idée, c'est d'apporter de la qualité dans le lien de façon égale. Donc, une égalité d'attention. Et ce qui est intéressant, c'est, et ce qu'on va évoquer aussi dans le cadre de ce webinaire-là, c'est de s'inspirer finalement du marketing, puisqu'on considère le collaborateur comme un client, c'est d'aller piocher, d'aller vraiment s'inspirer de la posture du marketeur qui cherche la satisfaction client, qui a des outils, qui a une stratégie, qui a une démarche. Alors là, j'ai mis quelques mots-clés qui vont parler aux gens du marketing, mais pas forcément aux gens issus des DRH. Et l'idée, c'est vraiment cette connexion, ce lien entre ces 2 environnements, les ressources humaines, le marketing, et pourquoi pas s'inspirer du marketing en allant explorer la notion de parcours client. On le verra tout à l'heure par des exemples concrets. Le NPS, Net Promoter Score, qui permet d'évaluer la satisfaction client, d'identifier des détracteurs, mais aussi des ambassadeurs. Donc ça, c'est vraiment un outil de marketing qu'on va internaliser. Et puis les personas, c'est également, alors je ne vais pas trop insister là-dessus parce que sinon on peut en parler pendant des heures, mais en tout cas, c'est une piste très intéressante à développer en interne, et pourquoi pas identifier un persona autour de son collaborateur pour apprendre à voir ses points de frustration, apprendre à voir quelles sont ses ambitions, ses envies, et adapter, pouvoir répondre à son besoin et optimiser son expérience collaborateur. À savoir que le parcours collaborateur, on va retrouver les différentes étapes dans sa carrière, donc du recrutement jusqu'au départ. Donc, si on continue dans cet esprit de parallèle entre le parcours collaborateur et le parcours client, donc j'ai mis juste dans la slide d'après, finalement, le client, en fait, c'est quoi son parcours? Il va chercher à identifier son besoin, il cherche un produit, il va comparer, il va l'acheter, il va évaluer la prestation et ensuite il va témoigner. Et en fait, l'idée, ça va être de s'inspirer de ces différentes étapes. On va le voir concrètement. Là, j'ai posé les bases et je vous propose tout de suite de passer
au retour d'expérience d'Elio avec Christelle Robert, qui va donner un peu plus de perspective, en tout cas, qui va nous partager son expérience. Bien, avec plaisir. Du coup, je vais bien que tu mettes la slide suivante. En fait, donc moi, je viens du marketing. Donc finalement, j'ai pendant 10 ans été directrice commerciale pour des agences de marketing. J'ai toujours été au service de mes équipes pour qu'ils soient au service des clients. Et donc finalement, je travaille sur cette notion de parcours client, comment attirer, recruter, fidéliser nos clients et faire en sorte qu'ils soient nos ambassadeurs pour nous aider à attirer de nouveaux clients. Et donc, c'est dans ma dernière expérience chez Nice to Meet You où j'ai eu l'opportunité d'être associée, où finalement, on s'est réparti les rôles avec mes associés, où eux étaient très focus sur la stratégie digitale, donc finalement l'offre conseil client. Et moi, j'ai revu toute l'expérience du parcours collaborateur avec les collaborateurs pour qu'ils soient finalement nos meilleurs ambassadeurs. Donc, je dis toujours que j'ai fait rayonner l'interne pour faire rayonner l'externe et ça a très bien fonctionné. On a eu des chiffres, une croissance entre plus 50 et plus 100% de chiffre d'affaires par an. Donc, voilà, j'ai expérimenté cette méthode d'être au service des collaborateurs. Donc, j'ai créé Elio il y a 2 ans donc, avec mon frère. Donc, la slide suivante, en fait, lui, il est gérant de l'agence Cocoa. Et donc, ça me permet d'avoir déjà son expérience d'une dizaine d'années en tant qu'entrepreneur. Et aussi, Cocoa, c'est mon agence de communication intégrée à Elio. Et quand on est dans une démarche d'expérience collaborateur, c'est un vrai plus. Donc, Elio, justement, sur l'univers d'Elio, la marque d'Elio, en fait, on s'est inspiré donc du nom du dieu grec Hélios, qui est le dieu de la lumière, parce que j'avais envie justement d'apporter de l'énergie positive, de la bonne humeur, vraiment un univers très positif auprès des entreprises que j'accompagne. Et donc, toutes ces valeurs, on a voulu les retranscrire dans le logo. Donc, on a mis le E en forme d'œuf pour l'idée, c'est de faire éclore les potentiels, éclore les talents. Le petit sourire pour l'énergie positive que j'ai envie de transmettre et l'accompagnement dans la bienveillance. Donc, ça, c'est vraiment tout le travail qu'on a fait avec Cocoa. Et donc, Elio, c'est quoi ? Ça vient du contexte de désengagement des collaborateurs. Alors moi, je m'appuie beaucoup sur Gallup, qui est l'institut référent de l'engagement aux États-Unis. Ils ont vraiment beaucoup d'études intéressantes sur l'engagement. Et donc, en moyenne, j'espère que ce n'est pas le cas dans votre équipe, dans votre entreprise, mais 8 collaborateurs sur 10 sont désengagés en France. Et quelqu'un qui est désengagé est plus absent à hauteur de 37%, moins productif. Donc ça, on va dire qu'en interne, il n'y a pas une bonne ambiance, il n'y a pas de bonne performance. Et en externe, le client le ressent. Donc ça, c'est une moyenne, mais je pense que ça va être beaucoup plus élevé. Il y a une baisse de 10% de la satisfaction client. Et en plus, avec ce que l'on est en train de vivre, avec cette généralisation du travail à distance, il y a de nouvelles attentes de la part des collaborateurs pour être engagés, pour être motivés et avoir ce sentiment d'appartenance. Donc voilà, Elio, mon objectif, c'est vraiment de considérer les collaborateurs comme des clients pour qu'il y ait cette notion de symétrie des attentions pour avoir un impact positif sur la satisfaction client et donc un impact positif sur la performance de l'entreprise. Et donc voilà, notre mission, c'est de faire de vos collaborateurs vos ambassadeurs. Si vous l'acceptez. Donc, en fait, venant moi du parcours client, j'ai fait ce parallèle et ma démarche, c'est vraiment d'accompagner les dirigeants et managers sur cette démarche de parcours collaborateur. Donc, moi, j'ai scindé 5 étapes dans l'accompagnement. En fait, souvent, on pense qu'un collaborateur ambassadeur, c'est quelqu'un qui est en entreprise, alors que finalement, proposer une bonne expérience de recrutement, ça peut contribuer de manière positive ou au contraire négative à votre e-réputation. Voilà, finalement, si vous leur faites vivre une super expérience recrutement, la personne n'a pas été retenue, mais elle a eu un super feedback, ça a été constructif, elle a trouvé que c'était très pro, elle peut laisser un message sur Glassdoor ou même sur les réseaux sociaux de votre entreprise et contribuer positivement et être ambassadrice de votre entreprise en disant, voilà, j'ai passé un entretien, j'ai pas été pris, mais en tout cas, elle peut parler positivement à l'extérieur. Après, donc l'onboarding, donc l'intégration, donc c'est pas seulement le premier jour, c'est pour ça que je mets l'onboarding, c'est les 6 premiers mois en entreprise.
voilà, comment on partage les valeurs, la culture de l'entreprise et on forme rapidement le collaborateur pour qu'il soit vraiment motivé dès le départ. Et ensuite, il y a la notion de montée en compétences et d'engagement pour justement que le collaborateur ait le sentiment, en tout cas, de monter en compétences, de se développer. Et une étape qu'on oublie souvent, c'est l'offboarding. Donc, un collaborateur qui a vécu, par exemple, 10 ans, 20 ans dans une entreprise, ça s'est hyper bien passé. Après, pour d'autres raisons, il a souhaité arrêter. Il n'était plus aligné, mais on l'a accompagné sur le départ. Ça peut être un super ambassadeur parce je dis toujours, il a sa parole libérée puisqu'il n'est plus dans l'entreprise. Donc, comme il connaît l'entreprise, il peut vous proposer des super candidats, peut-être des clients. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui est au fait des valeurs et de la culture. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une cohérence. C'est pour ça qu'on a mis le petit liseré. C'est vrai. L'idée, c'est de ne pas mettre le paquet sur une des étapes. Par exemple, on va faire une super expérience sur l'onboarding et par contre, proposer une mauvaise expérience candidat et sur le reste du parcours. Donc, en fait, il y a vraiment de la coordination parce que souvent, l'expérience candidat, c'est peut-être le service RH qui va porter une partie, en tout cas, du process. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir cette cohérence d'expérience et cette écoute de la satisfaction collaborateur sur chacune des étapes clés du parcours. Donc là, c'est une stat que j'aime bien présenter qui montre aussi cette importance aujourd'hui de collaborateurs ambassadeurs. C'est donc, par exemple, vous prenez une audience d'une PME de 100 personnes. Donc ça, ce sont des moyennes, mais elle a en moyenne 3800 amis sur Facebook, autant en tweet 400 et sur LinkedIn 164 abonnés. Donc finalement, l'audience, on va dire vraiment moyenne, c'est une moyenne, elle serait de 4326, alors que cette PME, elle a 100 collaborateurs qui, eux, ont tous, en tout cas dans la majorité à 85-90%, un compte Facebook, Twitter ou LinkedIn. Et si ces collaborateurs se mettent à faire justement, à partager les informations de l'entreprise, ça fait une énorme audience. Donc, déjà, en termes de volume, vous voyez 115 000 contre 4 000, donc c'est vraiment beaucoup plus important. Et en plus, c'est un peu comme les avis clients, c'est encore une fois le parallèle avec le côté client. On va plus croire un collaborateur qui s'exprime que l'entreprise de manière corporate. Donc, on ne peut pas dire on arrête de communiquer sur la partie corporate. Au contraire, c'est important que l'entreprise présente son projet, ses valeurs, ses missions. Mais en tout cas, de faire en sorte que les collaborateurs soient satisfaits et qu'ils aient envie de partager sur les réseaux. Voilà, vous voyez tout de suite l'audience, donc on appelle ça de l'employee advocacy. Voilà, faire en sorte que vos collaborateurs soient ambassadeurs, ça peut contribuer de manière positive, si l'expérience est positive, au rayonnement et à la notoriété de votre entreprise. Donc voilà, donc ce qui est important à chaque fois, moi, quand j'accompagne les entreprises, c'est de bien définir les objectifs. Pourquoi ils veulent mettre en place l'expérience collaborateur? Est-ce que c'est dans un objectif d'attirer, de recruter des talents, donc plutôt de l'attractivité parce qu'ils ont du mal à attirer des talents, ou est-ce que c'est pour renforcer l'engagement, la motivation? Ou alors en ce moment, j'ai beaucoup ça, c'est maintenir le lien avec les équipes à distance pour toujours avoir cette notion de sentiment d'appartenance. Donc, c'est important pour moi de définir les objectifs et le return on engagement, quel est l'indicateur ou les indicateurs RH pour mesurer l'impact de mon accompagnement. Donc, si on est sur une démarche de fidéliser, engager, je vous ai mis un exemple que j'anime. Donc, ça s'appelle l'atelier Faites éclore vos talents. Donc là, c'était avec l'entreprise Safilin. Donc, le contexte, c'était comment capitaliser sur les forces de l'équipe, puisque Safilin a un très beau projet, c'est de relocaliser une partie de sa production en France, puisqu'ils avaient beaucoup d'usines en Pologne. Et en plus, avec ce qu'on est en train de vivre avec le Covid, il y a une vraie prise de conscience de relocaliser. Donc, en fait, ils ont recruté, ils ont mis en place un CODIR. Et donc, le dirigeant voulait vraiment que ces nouveaux collaborateurs et ce nouveau CODIR soient alignés par rapport au projet de l'entreprise. Donc, j'ai animé cet atelier pour faire prendre conscience à l'équipe de l'importance de travailler sur
sur ses talents et de découvrir les talents du collectif. Donc, en termes de résultats, donc moi, je mesure souvent quand j'accompagne le NPS. Donc, est-ce que vous recommandez un atelier que j'ai animé? Donc, j'ai eu 9 sur 10. La satisfaction des participants sur la gestion de l'expression et le temps de parole. Et les feedbacks que j'ai eus aussi, c'est une meilleure compréhension, appropriation des talents et de leur potentiel de développement. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment que ce CODIR qu'il y ait une bonne cohésion d'équipe avant de travailler sur ces sujets stratégiques pour l'entreprise. Et donc développer le sentiment d'appartenance. Donc, je vous avais parlé de Gallup. Donc, ils ont un test qui s'appelle Strength Finder, donc trouver les forces. Et donc, l'idée, c'est donc, en passant ce test, vous avez 2 lectures. Vous découvrez quels sont vos 5 premiers talents parmi les 34 et également dans quelle catégorie de talents sont vos talents. Donc, peut-être que vous avez 4 talents sur la catégorie effort ou réflexion ou rapport aux autres ou influence. Donc, ça permet de mieux se connaître soi, mieux connaître son potentiel et donc, du coup, avoir une meilleure confiance en soi. Quand on connaît ses forces, ça développe la confiance en soi. Et Gallup a travaillé sur des talents qui sont complémentaires. Et souvent, en entreprise, il y a des frictions quand on est un petit peu opposé à une personne. Alors que, justement, on a un schéma de pensée qui est complémentaire. Et donc, l'idée, c'est de voir la différence comme une complémentarité. Donc, c'est tout l'objet de l'atelier. Donc, alors, je ne sais pas si la vidéo va passer, mais j'ai le témoignage de Safilin, mais sinon, je pourrais vous l'envoyer. En fait, c'était aussi simplement dans cette notion de symétrie des attentions. Donc là, c'est la vidéo qui est courte, mais j'en ai une plus longue sur mon compte YouTube. J'ai d'abord mis en lumière le savoir-faire de Safilin. Donc, toujours cette notion de symétrie. Donc, j'ai mis sur la première partie de la vidéo qu'est-ce que Safilin, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, vraiment mettre en avant le savoir-faire de Safilin. Et ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, là, j'ai le témoignage enthousiaste du dirigeant qui a expliqué l'impact positif de l'accompagnement sur l'atelier des talents. Donc, voilà, toujours cette notion aussi de symétrie. Je trouve que c'était un exemple à vous partager. Est-ce qu'on entend si je mets la vidéo? Moi, j'entends pas, mais je pense que ça… Du coup, tu veux qu'on partage le lien YouTube sur la discussion? Sinon, je pourrais l'envoyer après parce qu'il y en a une qui dure 3 minutes, mais c'était vraiment plus, encore une fois, pour… en fait, on a peut-être tendance en tant que prestataire de tout de suite montrer et s'approprier peut-être la satisfaction client. Et moi, je trouve que c'était important aussi de mettre en lumière mon client. C'est donnant-donnant. Lui, il met en lumière mon atelier des talents. Et donc, du coup, c'était important, en tout cas pour moi, de présenter, comme tout le monde ne connaît pas Safilin, de mettre en avant en plus, ils ont une super démarche éthique. Donc, voilà, c'était vraiment de mettre en lumière le client. Mais je pourrais vous envoyer le lien par la suite, si ça vous intéresse. Et là, pareil, dans cette notion de symétrie, donc c'est pour EDF. Donc, je l'ai fait à distance puisque Covid oblige. Donc, l'atelier des talents, donc ils appellent ça le projet Y. Ils ont une trentaine de collaborateurs de moins de 35 ans qui ont été identifiés par le CODIR pour les challenger, pour justement apporter de la nouveauté, un nouveau regard sur les projets du CODIR. Et comme ils vont les solliciter en plus de leur mission actuelle, donc c'est vraiment des collaborateurs qui sont issus de plein de services différents, ils ne sont pas tous dans le même service, donc ils ont tous des profils différents. Par contre, ils sont tous volontaires pour y participer. Et justement, donc c'est un programme sur 8 mois. Avant justement de les solliciter, ils ont voulu que ce collectif soit vraiment soudé. Et donc, on a fait cette keynote à distance sur les talents pour qu'ils apprennent, comme ils ne se connaissaient pas du tout, apprennent les forces des uns et des autres. Et ensuite, donc là, c'était pour BNP Paribas Factor. Le contexte, c'est qu'ils avaient demandé à leurs clients comment ils les voyaient. Donc, ils sont bienveillants, agiles. Enfin, il y avait plusieurs valeurs qui ressortaient de tout ça. Mais l'objectif, c'est encore une fois pour que les collaborateurs soient ambassadeurs, c'est qu'ils puissent se les approprier. Donc, j'ai travaillé avec une facilitatrice visuelle pour que chacun puisse s'approprier individuellement les valeurs de BNP Paribas Factor. Donc, on l'a fait en petits groupes, à chaque fois par service, qui puissent pitcher, qui puissent expliquer à l'extérieur, finalement, s'ils croisent un ancien collègue, parler vraiment de manière très claire de ce qu'il fait dans ses missions et ce qu'est BNP.
Et donc, du coup, ce qui était intéressant en résultat, c'est que, alors, j'ai pas les chiffres, mais la responsable de la communication m'a dit qu'il y avait une augmentation de la cooptation. Le fait que les collaborateurs aient pu s'approprier et comprendre individuellement en quoi ça résonne, en quoi les valeurs résonnaient pour eux, ça a amélioré le fait de recommander BNP Paribas Factor. Et ça, c'est vrai qu'ils avaient un vrai challenge d'attractivité et de recrutement. Donc, on a travaillé sur cet atelier. Donc là, j'avais mis une petite photo. Là, c'était avec un des services. Donc, il y avait vraiment du photolangage et c'était vraiment très rythmé pour que voilà, les collaborateurs puissent s'ancrer et s'approprier vraiment individuellement les valeurs au service du collectif. Donc voilà, comme exemple, comme pratique. Après, il y en a d'autres, hein, mais c'était vraiment comme des exemples d'ateliers de formation pour voilà, que les collaborateurs s'approprient bien le projet et les valeurs de l'entreprise. Merci beaucoup pour ces retours d'expérience très concrets. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à ce qui vient d'être présenté avant de continuer sur l'optimisation du parcours collaborateur? Ça va? Alors moi, j'avais une question concernant le partage des collaborateurs sur les réseaux sociaux. Je voulais savoir quel était le contenu justement de ces infos, de ces articles. Alors en fait, ça, j'ai pas un retour d'expérience pour une entreprise en particulier. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'avec l'e-réputation, maintenant, les fenêtres sont ouvertes. Donc, si le client n'est pas satisfait, déjà, il va pas repartager les posts de l'entreprise. Donc, une entreprise qui fait un post sur LinkedIn, elle va avoir quelques likes de personnes, mais vous verrez que ce sont pas les pages qui sont beaucoup suivies. Ce qui est beaucoup suivi, c'est plutôt les profils personnels des collaborateurs. Donc, ce qui est important, c'est que pour moi, un collaborateur ambassadeur, c'est quelqu'un qui est satisfait et qui va pouvoir partager les actualités de l'entreprise. Et là, il y aura un rayonnement beaucoup plus authentique et beaucoup plus impactant que si c'est l'entreprise qui partage son actualité. Je sais qu'il y a des entreprises qui forment leurs collaborateurs justement à l'utilisation de LinkedIn. Donc après, ils sont libres du contenu, mais en tout cas, ils les forment justement pour pouvoir avoir un petit peu plus d'agilité et de mieux comprendre les mécanismes des réseaux sociaux et de LinkedIn. Et ben justement, je propose maintenant. En fait, justement, parce que pour moi, un collaborateur ambassadeur, c'est quelqu'un qui est satisfait, mais il faut aussi l'aider à communiquer parce que, alors ça, c'est un peu moins les nouvelles générations qui sont quand même plus familières avec les réseaux sociaux. Mais des fois, certains collaborateurs, des fois, ne partagent pas parce ils savent pas. Donc, du coup, je propose avec un intervenant une formation pour aider les collaborateurs à s'approprier et à comprendre leur impact et leur e-réputation. On appelle ça leur personal branding. Alors, on a Hilda qui posait une question, je crois aussi. Alors, c'était pas pour poser une question, c'était pour partager mon expérience par rapport à ça dans l'entreprise, puisque j'ai forcément, étant une agence web et au regard du marché pour recruter, on a bien évidemment développé la marque employeur, aussi bien à l'externe qu'à l'interne. Donc, on a des publications régulières sur les réseaux sociaux, publications qui vont être parfois des offres d'emploi, parfois des témoignages de nos clients, parfois des articles que j'appellerais plus orientés RH que moi je peux écrire, mais aussi des témoignages de mes collaborateurs. Et quand ils sont diffusés, moi je les avertis que voilà, ça a été diffusé sur LinkedIn, Twitter, par Slack, puisqu'on utilise Slack beaucoup dans l'entreprise. Le fil Twitter arrive directement, donc ils sont informés. Et les collaborateurs spontanément vont liker ou repartager. Après, en fonction du réseau sur lequel ils sont, de ce qui va les intéresser le plus. Et ensuite, là, dernièrement, j'ai un collaborateur qui part pour quitter la région et puis donc je dois recruter pour le remplacer. J'ai mobilisé son équipe, l'équipe dans laquelle il travaille. Je dis, là, moi, j'ai besoin de vous parce que ça va être compliqué, ce recrutement. Et j'ai besoin que vous m'aidiez. Donc, voilà, j'ai lancé l'offre. Si vous souhaitez mettre un petit mot pour parler un petit peu de comment on vit qu'est-ce que c'est qu'être développeur dans votre équipe, eh bien, allez-y, ça m'aidera à avoir plus de visibilité. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, certains l'ont fait directement parce qu'ils se sentent à l'aise. D'autres m'ont dit, voilà, j'envisage de mettre ça.
est-ce que tu penses que c'est intéressant, etc. Et globalement, ça l'était. Ils m'ont demandé, voilà, ils voulaient mon avis, mais je suis arrivée à les engager directement. Après, on est une PME, on est 50, je les vois au quotidien. Il y a une proximité qui fait que c'est aussi assez facile pour moi. Mais c'est une super pratique parce que, en fait, ce que j'ai pas dit, c'est qu'un collaborateur qui part de l'entreprise, il est quand même souvent encore en lien avec les collaborateurs actuels. Donc finalement, ceux qui sont en poste vont savoir que l'expérience de départ n'est pas bonne. Donc, je trouve que c'est super important de l'accompagner sur le départ. Et finalement, c'est l'équipe existante qui va devoir intégrer le nouveau collaborateur. Donc, autant qu'elle soit le plus en amont impliqué dans cette démarche de recrutement. Donc, c'est une très bonne, je trouve que c'est une très bonne pratique d'avoir mis ça en place. Bah, le collaborateur qui s'en va parce qu'il quitte la région, à lui-même, partager l'offre et dites voilà, et expliquer, je m'en vais, c'est pour me remplacer, je quitte la région, c'est un projet de vie, et donner des éléments pour inviter à rejoindre l'équipe. Et ben, c'est parfait. Ça révèle, en tout cas, c'est révélateur de sa satisfaction et de son potentiel d'être ambassadeur, parce que cette personne-là, surtout même s'il part dans le sud, il pourra toujours taguer des personnes s'il y a d'autres offres d'emploi. Donc, c'est bien, bravo, vous avez converti un collaborateur en ambassadeur. Donc ça, sur le long terme, ce sera forcément positif. Et on le constate aussi, on a de plus en plus de personnes qui quittent une société et qui reviennent quelques années plus tard. C'est un phénomène que l'on voit de plus en plus. Christelle, tu l'as noté. C'est l'effet boomerang, le kangourou. Exactement. Donc, autant bien quitter, en tout cas, il faut se dire que ce n'est pas encore fini. C'est pour ça que la réponse en démarrage, vous vous souvenez quand j'ai parlé du Google Forms, c'est qu'il disait que le parcours collaborateur ne finit jamais. En fait, finalement, j'ai trouvé ça vraiment très pertinent. C'est vraiment une démarche, ça, Nadia, est aussi en phase d'amélioration continue, en fait. Rien n'est acquis, mais en tout cas, d'être toujours dans cette démarche d'amélioration, ça ne pourrait être que positif. En mode lean. C'est ça. Alors, je me permets de poursuivre sur d'autres clés pour donner un petit peu plus de perspective, d'autres clés d'optimisation du parcours collaborateur. Donc, au niveau des leviers de réussite, les pistes qui semblent intéressantes d'explorer en termes de mise en place ou d'optimisation du parcours collaborateur, c'est d'abord la transformation digitale, donc intégrer la culture collaborative et une culture plus horizontale, c'est une piste forte. Deuxième élément très important dans l'optimisation du parcours collaborateur, c'est simplifier au possible. En marketing, on appelle ça éviter les coutures. C'est-à-dire que dans le parcours collaborateur, on va éviter d'avoir des accros et simplifier son travail. Donc, ça suggère derrière de faire son travail d'empathie et de se mettre à la place du collaborateur. On appelle ça être aussi user-centric. Et puis, le troisième point, c'est aussi, et c'est exactement ce que vient d'évoquer Christelle, c'est se mettre dans une posture de lean, d'amélioration continue. On est sans cesse en expérimentation. Et donc, ça veut dire que, parce qu'on va avoir des collaborateurs qui vivent dans l'entreprise et qui évoluent. Et en plus de ça, on est dans un environnement mouvant, forcément. Donc, l'idée, c'est expérimenter et se poser à certains moments pour mesurer. Est-ce que ce que j'ai fait, est-ce que l'action que j'ai menée s'est bien passée? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Ce qui s'est bien passé, je capitalise dessus. Ce qui s'est mal passé, je mets une action correctrice. Et en fait, cette posture-là, c'est le retour d'expérience. Donc, c'est favoriser au sein de son entreprise le retour d'expérience. Et en termes d'outils de mesure, on peut aller explorer les baromètres, un baromètre social. On peut aller chercher, faire des sondages, aller questionner le collaborateur, mais ça ne sert à rien d'être dans l'expérimentation et de mettre en place des dispositifs si derrière, vous ne mettez pas en place un moment. Ça peut être un workshop Rex, ça peut être un sondage, un baromètre, en tout cas un moment où vous allez mesurer et être dans cette fameuse démarche d'amélioration continue. Puisque c'est ça, on va toujours être dans l'amélioration, puisqu'on est dans un environnement mouvant. Et en termes de points de vigilance, il y a deux choses, en tout cas
deux axes qui sont identifiés. C'est d'abord en termes d'acculturation. En fait, on va avoir une diffusion de cette culture, parce que si vous mettez en place cette culture-là de symétrie des attentions, l'idée, c'est que ce soit valable à toutes les strates. Et en termes de point de vigilance, si au niveau de la direction, vous annoncez des choses, derrière, il faut absolument tenir les engagements et chercher à avoir un maximum de congruence entre les différentes strates. Et ça suppose, ça c'est vraiment hyper important, ça suppose une vraie évolution managériale. Donc, ça veut dire des formations, ça veut dire des événements, ça veut dire de la communication également. Donc, une vraie évolution managériale qui va accompagner cette acculturation avec cette idée aussi sous-jacente qu'on a le droit à l'erreur. C'est ce qu'on a dit précédemment, le test and learn. On est dans l'expérimentation, donc forcément, il y a des champs qu'on ne connaît pas. On va expérimenter, mais ça tombe bien ce qu'on a dit juste avant, c'est que en étant en mode lean, on va mesurer. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe mal, on a pris la mesure et on réajuste avec les actions correctrices. Et donc, dernier point pour l'acculturation, prendre à considérer la temporalité. Effectivement, quand on est dans l'accompagnement au changement, on a conscience que mettre en place une nouvelle culture, mettre en place ces actions-là, les mesurer, se réajuster, donc ça prend du temps en fait. Donc, il faut vraiment intégrer ça. Et pour ancrer, ce qui est intéressant et important, c'est l'ancrage par le biais de la mise en place de processus. Donc, intégrer dans les processus RH l'intégration de cette nouvelle culture. Et donc, ça se traduit en termes de gestion des ressources humaines par des formations, par le suivi des managers et leur évaluation sur ce qui leur est demandé et l'intégration, comme je viens de le dire, dans la démarche, de la démarche dans les processus RH. Alors, on continue également avec quelques tendances. En fait, l'idée pour aller plus loin, c'est déjà, on va voir plusieurs pistes pour aller plus loin. Donc, la première, c'est d'aller explorer les tendances en termes de marketing. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on le voit, les marketeurs, entre guillemets, ils sont très avancés au niveau de l'évaluation de la satisfaction client, etc. etc. Donc, l'idée, c'est d'aller s'inspirer sur les tendances en termes de marketing. Donc, je vous ai mis les 5 tendances identifiées pour les prochaines années, en tout cas dans un avenir proche, en termes de relations clients et donc de parcours client, à voir en termes d'inspiration, comment ça peut vous inspirer dans le parcours collaborateur. Donc, ça va être l'équilibre entre l'humain et le digital, ça va être proposer, pourquoi pas, des parcours 100% digital pour certaines personnes, ça va être, et là je l'ai mis un peu plus en avant parce que je trouve que c'est intéressant, c'est personnaliser l'expérience client, c'est ce qu'on appelle être customer centric. Donc on appelle ça aussi l'UX, pour ceux qui viennent du marketing, c'est du vocabulaire qui est plus évident. Bon, pour ceux qui ne sont pas du marketing, en fait l'idée c'est de mettre le client au centre, donc en étant à l'écoute de ses besoins et en cherchant vraiment à identifier le besoin du client. Donc là, je parle du marketing. Donc l'idée, c'est vraiment de faire la transposition, à savoir que donc Jean-Denis Garot, qui intervient dans le magazine Forbes, en fait, d'après lui et une étude qu'il a réalisée, 51% des dirigeants d'entreprise vont envisager de personnaliser l'expérience employée sur le modèle de l'expérience client. Donc, encore une fois, c'est une inspiration du marketing. Donc, et à savoir que concrètement, ça se traduit par une meilleure disposition des bons outils et des solutions pour réaliser le travail. C'est encore plus vrai aujourd'hui avec l'expérience du télétravail. On a vu qu'il y a énormément d'accros qui se font parce qu'on n'a pas assez de débit, parce que au niveau ergonomique chez moi, je n'ai pas de siège confortable, parce que voilà, tout l'environnement qui a changé aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de travailler sur l'optimisation de ces outils et puis des meilleurs outils de communication également.
Et je vous donne un exemple que j'ai vraiment trouvé très intéressant, puisqu'on est dans la partie encore inspiration. En fait, c'est Germinal. Je ne sais pas si vous connaissez cette start-up qui est vraiment le vent en poupe en ce moment. C'est Kevin Duchier qui est DRH de chez Germinal et qui est également, il vient aussi du monde du marketing et il n'envisageait à aucun moment de devenir DRH. Je vous propose, je vous envoie le lien avec la restitution du podcast. Je vous invite vraiment à écouter ce podcast qui est très intéressant. Et donc, pour lui, le rôle des ressources humaines s'apparente à celui du marketing. Donc, il identifie vraiment ses salariés comme étant des clients et des clients à qui il doit vraiment répondre et comprendre l'urgence du moment. C'est très bien expliqué dans le podcast. Et lui, ce qu'il dit en permanence, il va se demander, donc être dans le questionnement, dans la mesure, qu'est-ce qui est important pour eux en termes en tant que collaborateurs et comment est-ce que je peux leur répondre. Et l'idée, comme on l'a expliqué tout à l'heure, ne pas avoir peur d'être dans le test and learn. Et donc, j'ai mis également quelques pistes à explorer que j'évoquais tout à l'heure. Donc, la notion de persona qu'il a mise en place, qu'il a intégré au sein de son entreprise. Donc, le persona, pour ceux qui ne connaissent pas, donc l'idée, c'est de faire une fiche d'identité d'un client type. Et là, dans ce cas-là, c'est transposer donc dans le monde de l'entreprise, faire un persona, par exemple un persona manager, puisque le collaborateur qui est jeune trentenaire n'a pas les mêmes aspirations que le collaborateur qui est quadra et qui a une famille recomposée. Donc, l'idée, c'est vraiment d'identifier des profils de collaborateurs types pour pouvoir anticiper leurs demandes et mieux répondre. Et le fameux NPS qu'on a évoqué tout à l'heure, donc c'est le Net Promoter Score. Donc, et là, c'est mettre en place un NPS interne pour évaluer la satisfaction et évaluer aussi les détracteurs, les personnes qui ne sont pas satisfaites de la structure de la société à un instant T. Pour aller encore plus loin dans cette symétrie des attentions, en termes de recrutement, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est vraiment un moment clé. Et en fait, finalement, ça se passe avant la signature du contrat, ça se passe dès la phase de recrutement, à partir du moment où on est candidat. Et pour étayer, en tout cas pour donner une piste concrète concernant cette phase du parcours collaborateur, j'évoque ici l'inbound recruiting qui est inspiré de l'inbound marketing où on va donner de l'expertise, mettre à disposition l'expertise de l'entreprise pour attirer le candidat, attirer le client quand c'est du marketing. C'est un exemple de symétrie des attentions et je vous ai mis, donc vous l'aurez également dans la restitution, puisqu'on n'a pas le temps de tout voir en 1h30. Je vous ai mis également un guide complet que j'ai chiné sur la Super Agence. Donc, c'est une super société qui a mis à disposition un livre blanc sur le guide complet du marketing de recrutement. Et enfin, dans cette dernière partie, pour aller plus loin, en fait, l'idée, c'est bien beau de mettre en place des actions. L'idée, c'est également de les valoriser. Donc, Christelle, vous avez un petit mot à dire à ce sujet-là, retour d'expérience. Oui, c'est sûr que souvent, quand j'accompagne des clients, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, de bonnes pratiques, mais qui ne sont pas communiquées. Donc, quand vous êtes dans une démarche justement de mesure, d'envoyer un questionnaire pour ensuite mettre en place un plan d'action, ben, en fait, ce que je dis toujours, c'est déjà communiquer sur les réponses du questionnaire. Ça va être mis en place, ça ne va pas être mis en place. Mais sinon, il y a de la frustration et finalement, il faut se mettre à la place des collaborateurs. Ils ne vont plus être dans cette démarche de confiance et ils ne vont plus répondre au questionnaire suivant. Donc, pour être dans cette démarche d'amélioration continue, c'est essentiel de communiquer entre chaque phase de diagnostic pour partager justement les observations. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer en mode intelligence collective et ça va se passer sur Zoom. Donc, on va rester sur Zoom, on ne va pas quitter cette solution et on va créer des sous-groupes. Donc, je propose de faire 2 groupes
Et puis, en fait, l'idée, je vous donne la consigne, mais je vous l'enverrai. Donc, vous pourrez un peu mieux lire. Je vous donne la consigne déjà de façon globale. En fait, l'idée, vous êtes 2 groupes. Donc, vous allez identifier dans le groupe une société. Donc, à vous de voir... à vous de voir quelle société, pour quelle société vous allez travailler. Ça peut être celle, alors c'était Nadine par exemple, ou une autre société. En tout cas, vous identifiez une société et puis identifiez s'il vous plaît également une personne qui va formaliser la présentation puisqu'il y aura une restitution. En tout cas, merci beaucoup pour cette restitution du fruit de votre travail. Alors, l'idée de conclusion, on l'a évoqué plusieurs fois, vraiment, c'est de travailler la congruence avec une approche multiservice en intégrant les prestataires, on l'a évoqué tout à l'heure. Et surtout, le mot de la fin, je pense, ce sera l'expérimentation. À vous d'expérimenter et en acceptant de faire des erreurs. Quand on expérimente, on fait des erreurs, mais ce qui est important, c'est d'être cadré par la mesure. On mesure, on fait un REX, un retour d'expérience. Ce qui fonctionne bien, on capitalise, on le valorise. Ce qui ne fonctionne pas bien, eh bien, on crée des actions, on met en place des actions de correction. Et je vous propose juste de faire un point sur ce sur quoi vous allez repartir avant de vous laisser donner le mot de la fin. Donc, on va vous envoyer ce PowerPoint, d'accord? Donc, cette présentation avec les liens vers les différents articles et le podcast aussi. Alors, vraiment, je vous recommande de l'écouter. Les retours d'expérience, donc Christelle nous fait vraiment l'honneur de nous donner vraiment tous ces exemples avec les clients, avec donc le lien vers la vidéo de retour d'expérience de son client. Et puis, n'hésitez pas à rester en contact sur LinkedIn. Et enfin, on s'est dit avec Christelle, ce qu'on vous propose aussi, puisque c'est un format assez court, n'hésitez pas à nous envoyer en bonus un petit mail. Si vous avez des questions, si vous mettez en place une action, vous n'êtes pas trop sûr, vous voulez avoir un retour d'expérience ou juste pour partager une bonne nouvelle ou une bonne pratique, parce que c'est important aussi de diffuser ce message-là au sein des organisations, n'hésitez pas à nous faire un mail. On vous donnera nos coordonnées. Bonne exploration à toutes. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.